coup, on est ravis d'accueillir Florent Chaussière et Axel Ravier qui vont nous présenter un panel intitulé « Ailleurs pour être soi, représentation et réalité des expériences de LGBTQI+, réfugiés et de quartiers populaires ». Du coup, Axel est doctorant contractuel à l'université de Rouen et à celle de Lausanne. Il est associé à l'Institut Convergence et Migration. Il travaille sur les modes de vie des minorités sexuelles au sein des grands ensembles franciliens. Il participe depuis plusieurs mois à la rédaction de l'ouvrage Sociologie de l'homosexualité. Il habite dans le département de la Seine-Saint-Denis et gay, racisé, enseignant et militant dans la lutte contre la stigmatisation de ces espaces. Florent, quant à lui, est attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Gustave Eiffel et docteur en géographie. Ses travaux articulent la géographie des migrations et la géographie du genre et des sexualités. Il a réalisé une thèse consacrée aux réfugiés LGBTQI+, en France. Il est également participant de l'Institut Convergence et Migration et co-responsable du laboratoire junior Altérité, Marginalité, Catégorisation de l'École nationale supérieure de Lyon. Je vous laisse la parole pour présenter un peu plus votre... Merci à tous et à toutes d'être présents. Merci aux organisateurs et aux organisatrices de nous avoir invités, surtout de m'avoir donné l'occasion de enfin rencontrer Axel, avec qui on a pu collaborer. L'enjeu de notre panel, en fait, c'est qu'on va essayer de traiter de deux groupes minorisés qui sont à l'intersection de plusieurs types de marginalisation, donc des personnes LGBT+, qui habitent dans les quartiers populaires, ou des personnes LGBT+, réfugiées qui ont quitté leur pays et qui ont demandé l'asile en France. Et l'idée, ça va être d'interroger les expériences de ces personnes-là pour battre en brèche certains essentialismes qui leur sont associés et confronter ces préjugés à leurs expériences concrètes. Un des points communs de ces deux groupes qu'on a identifiés en travaillant à ce panel, c'est que c'est deux groupes qui, en général, sont associés à des espaces considérés comme intrinsèquement hostiles aux personnes LGBT+, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle entre guillemets la banlieue ou les pays du Sud, qui seraient intrinsèquement hostiles aux personnes LGBT+. Le pendant de ces espaces présentés comme essentiellement répulsifs, c'est l'idée qu'en creux, il y aurait un ailleurs dans lequel il serait possible de vivre de façon beaucoup plus libérée, beaucoup plus simple, son homosexualité ou sa transidentité. Donc dans le cas des quartiers issus des quartiers populaires, ce serait Paris, et notamment le quartier gay en particulier. Dans le cas des personnes originaires du pays du Sud, ce serait l'Occident en général, et en particulier la France, dans le cas du cadre d'études que j'ai travaillé. L'objectif de notre présentation, en fait, ça va être d'analyser les expériences du déplacement spatial de ces groupes. C'est-à-dire quand on passe de l'espace qui serait intrinsèquement hostile, la banlieue, vers le Marais ou Paris, qu'est-ce qui se passe? Comment ce déplacement est vécu par les personnes? Et à l'inverse, quand on passe d'un pays du Sud vers un pays qui serait beaucoup plus tolérant, la France, qu'est-ce que ça nous apprend? En regardant ces déplacements spatiaux, l'enjeu, ça va être de remettre en cause, d'une part, les binarismes spatiaux qui essentialisent l'espace, donc remettre en question l'idée qu'on pourrait facilement identifier des lieux qui seraient hostiles en eux-mêmes et des lieux qui garantiraient la liberté. Et ça permettra aussi, en fait, d'enrichir les analyses intersectionnelles des positionnements sociaux des individus, puisqu'on va voir en fait que le déplacement met en jeu des nouvelles variables de rapports de pouvoir spécifiques qui vont positionner les individus dans les rapports de pouvoir. Donc ce qu'on va essayer de montrer en analysant les déplacements à deux échelles différentes, c'est comment le déplacement, s'il peut conduire à jouir de nouvelles possibilités, contribue aussi à mettre en exergue ou à faire apparaître de nouvelles formes de marginalisation spécifiques. On va commencer par la présentation d'Axel, et ensuite on passera à mon étude de cas. Merci beaucoup Florent. Alors du coup, on a un peu une perspective qu'on se disait différente, qui est très santé, alors que voilà, Florent est géographe et moi sociologue de l'urbain, du coup on arrive un peu avec nos trucs spatiaux et nos catégories spatiales, mais on va voir ce que ça peut donner et si ça vous parle. Du coup, comme l'a dit Florent, je travaille, et comme l'a rappelé Charlotte, je travaille sur les modes de vie des homosexuels masculins au sein des grands ensembles franciliens. Là, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est un article que je viens de terminer il y a quelques semaines sur les mobilités ponctuelles des hommes gays qui vivent au sein de ces espaces vers les quartiers gays et voilà, comment ils vivent au sein de ces quartiers
Et est-ce qu'ils y restent ou est-ce qu'ils préfèrent retourner vivre en cité d'habitat social? Petit résumé de l'enquête, très rapidement, il y a de la méthodologie, et j'ai pas montré mon chrono, mais tu pourras me couper, je sais que je suis très long. Désolé si je lis, mais sinon je fais beaucoup de digressions, et je vais prendre 1 heure, et c'est horrible pour les autres, donc je vais plutôt suivre ce que j'ai écrit. Du coup, les sociologues et géographes de l'urbain s'intéressent depuis plusieurs années à la question des mobilités homosexuelles et à leurs conséquences sur les carrières gays, comme vient de le rappeler Florent, et c'est notamment à l'aide de la notion de fuite vers la ville que Héridon, en tout cas en France, a théorisé à la fin des années 90, que ces mobilités sont lues. Souvent, d'ailleurs, cette fuite est lue comme une nécessaire mobilité résidentielle, donc le fait de devoir quitter son habitation pour aller vers un autre espace, donc vraiment comme un déménagement, voire un déracinement d'un premier espace vécu, qui est essentiellement homophobe, vers un autre qui serait plus favorable à l'homosexualité. Cette trajectoire, du coup, serait tournée principalement vers les espaces homosexuels des grandes villes, publics et commerciaux, entendus comme les quartiers gays. Au sein de la sociologie des homosexualités, ces quartiers gays ont longtemps été catégorisés à l'aide de la notion de ghetto, et c'est notamment le cas de Michel Pollack dans les années 80, qui entendait ce terme de quartier gay comme un espace où les populations reléguées développaient une culture qui leur était propre. Néanmoins, la fréquentation de ce type d'espace et des styles de vie qui peuvent s'y fréquenter a très souvent été appréhendée sous l'angle, on va dire, des personnes blanches et bourgeoises. Donc, peu d'études en contexte francophone depuis la naissance de la sociologie des homosexualités se sont intéressées tant à la race qu'aux espaces dits périurbains ou populaires. Et je crois qu'on a ici tant Damien que Harry qui se sont enfin intéressés au parcours des personnes racisées en France dans cette sociologie. Dans le même temps, la question de la caractérisation des banlieues ouvrières françaises en tant que ghetto a également animé la sociologie urbaine, et cela pendant plusieurs années. 2 ouvrages, au début des années 2000, proposaient des lectures assez différentes des banlieues françaises. Un ouvrage qui considérait que les banlieues françaises étaient des anti-ghettos, tandis qu'un autre considérait que les banlieues françaises étaient des ghettos. Et en termes de liens affectifs au sein de ces espaces, plusieurs recherches montraient qu'il y avait un fort ordre du genre. Désolé si je suis trop théorique, je sais que la journée ne doit pas être tant académique, mais je vais essayer, c'était très simple. Donc il y avait un fort ordre du genre où il y avait une clandestinité des rencontres amoureuses qui prédominait et où il y avait une construction de la masculinité qui serait marquée par une distance à l'homosexualité. Et de ce fait, vivre son homosexualité pour les populations de ces territoires, de ces espaces, reviendrait également du coup à fuir vers la ville, à quitter son territoire qui serait vu comme un enfer gay. Néanmoins, ces suppositions, notamment portées par des reportages journalistiques que je vais vous montrer après, les mobilités des homosexuels des grands ensembles et de classes populaires restent à ce jour méconnues. Et j'espère que mon travail ou ma présentation pourra vous donner un petit peu une représentation de ce que sont ces vécus. Donc, le point méthodologique, j'ai fini mon résumé d'enquête. Cet article qui s'appuie sur une enquête de terrain que je réalise dans le cadre de ma thèse de doctorat en cours, composé d'entretiens semi-directifs avec des homosexuels vivant ou ayant vécu au sein des grands ensembles de la région Île-de-France, et surtout au sein des départements de cette région hors Paris. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas aux personnes homosexuelles vivant dans les cités parisiennes. Dans l'ensemble, à ce jour, j'ai réalisé une trentaine d'entretiens. Les contacts ont été établis à l'aide d'une recherche sur les applications de rencontres gays géolocalisées. On pourra revenir sur cette méthode qui induit évidemment un positionnement particulier. Afin de compléter ma méthodologie, très rapidement, j'ai pris place dans plusieurs associations du monde associatif parisien ou de Seine-Saint-Denis. Et ces moments d'observation m'ont surtout permis d'entendre des discours relatifs aux gays des grands ensembles, mais n'ont pas permis de négocier des entretiens avec des personnes concernées, puisque ces associations étant très souvent fréquentées, on parlait de représentation tout à l'heure, par des personnes à fort capital culturel ou qui n'ont pas grandi dans les quartiers populaires, mais qui pensent les représenter. Voilà. Donc, les recherches sur les pratiques spatiales des homosexuels masculins se sont principalement concentrées sur la grande ville, auprès des personnes blanches, aisées, et on a vu la ville mondiale comme un espace refuge avec ses espaces communautaires. Néanmoins, très peu de recherches se sont interrogées sur la manière avec laquelle les hommes
des grands ensembles s'approprient ces espaces et en quoi l'appropriation de ces espaces montre une forme de construction de soi en tant d'homosexuel particulière, qui serait différente de la construction de soi dont on parlait juste avant à la table ronde des personnes vivant dans les grands ensembles. Du coup, pour observer la construction de soi et les rapports, en tant que sociologue de l'urbain, je me suis demandé quel était le rapport que ces personnes entretenaient avec leur quartier d'habitation, c'est-à-dire la cité d'habitat social, à quelle socialisation genrée notamment ils étaient confrontés, et surtout, plus globalement, quelle était leur biographie individuelle, tant de mobilité que leur rapport de race et de classe. Du coup, avant de vous présenter l'article que je viens de finir, je fais un petit point sur le début de mes travaux en 2019, où je m'étais concentré sur le traitement médiatique des homosexualités en cité, et j'avais pu constater, en analysant la presse généraliste, des choses que vous avez ici, alors qui sont finalement un peu floues, c'est dommage, avec une sorte de traitement statistique où, en analysant des articles de la fin des années 90 jusqu'à 2019, avec beaucoup d'articles datant de 2006, les articles décrivait principalement l'expérience homosexuelle en banlieue et en cité comme un tabou, la religion, le poids de la culture maghrébine, le poids de la communauté. Donc là, je vous mets un extrait du Monde de 2006. L'homosexualité est le vrai tabou en banlieue et dans les quartiers populaires. SOS Homophobie est l'une des rares associations à tenter de mesurer les discriminations contre les gays et lesbiennes en France. Je ne ferai pas une attaque contre SOS Homophobie parce qu'une collègue a fait son mémoire dessus, mais les chiffres que proposait SOS Homophobie en banlieue, sur la banlieue en 2006 étaient totalement erronés, puisqu'ils parlaient tant, on va dire, de la Courneuve que finalement Ivry-sur-Seine. Donc ils mélangeaient ce qu'étaient les cités d'habitat social, mais aussi les quartiers pavillonnés. Donc on ne pouvait rien faire de ces chiffres, mais ils étaient utilisés médiatiquement pour stigmatiser les quartiers populaires. C'était aussi le cas dans la presse spécialisée. Je vous ai mis un numéro de Tétu ici de la fin des années 90 où Tétu proposait banlieue, paradis ou enfer gay, et puis essayait de comprendre si finalement la banlieue c'était un paradis. Alors ce que me disent les enquêtés quand je leur montre cette photo, ils me disent un paradis pour qui, je ne sais pas, peut-être pour ceux qui fantasment sur les gays racisés. L'enfer, certains me le disent, et je vais y revenir, mais le critiquent aussi. Très rapidement, cet avis médiatique, en fait, il est encore partagé. On ne l'a pas dit, mais je ne voulais pas le dire, mais j'ai des activités militantes à côté qui s'interrogent aussi sur le vécu LGBT en quartier populaire. Et dans le cadre de ces activités militantes et de mon porte-parole là, il m'est arrivé à plusieurs reprises de passer à la télévision, sur Combini, sur France 2 ou France 3. Et là, je vous ai mis un petit florilège, alors c'est un peu flou, c'est dommage, peut-être que si je zoome, ça va aller mieux, des réponses que je peux avoir à mes interviews sur les réseaux sociaux. Donc une personne dit en conclusion, ok, j'avoue, il y a homophobie et agression dans ces coins, mais ne le dites pas très fort car ça stigmatise, mais il y en a ailleurs aussi, donc ça suffit les clichés. Le réel souci en cité est que l'homosexualité ne peut pas exister dans l'espace social et public. Bon, la personne n'est pas d'accord avec le fait que je dis qu'une homosexualité existe en cité. Là, c'est un exemple de tweet, mais il y en a au moins des centaines. Là, c'est une deuxième personne dont j'ai caché le nom qui dit, du coup j'étais intervenu pour Combini, qui nous dit « Ah bah si, Combini, on en sait quelque chose, regardez le reportage de France 2, c'est autre chose que le marketing woke intersectionnel dont on sait avec l'agenda, il essaye de refourguer. Ce reportage de France 2, vous vous en doutez, présente le quartier des Mureaux dans le 78 comme un endroit où l'islam empêche l'homosexualité, c'est écrit d'ailleurs. Il y a des endroits en France où l'homosexualité n'est pas admise, où elle est source d'insultes, de harcèlement et de coups. » En bref, ce discours médiatique, il est fortement partagé, et moi je m'oppose à ce discours médiatique, en tout cas en tant que sociologue de l'urbain et de la sexualité, j'essaye de le nuancer, je crois que c'est mon rôle. Mais dans cette nuance, mon positionnement est fortement questionné, donc pareil, ça c'est les réactions que je peux avoir quand c'est moi qui interviens dans les médias, donc une personne me dit « il est noir comme moi je suis chinoise, ce monsieur ». On pourrait discuter longtemps de mon assignation raciale sur le terrain, parce qu'elle me permet d'avoir accès au terrain, mais elle m'en empêche aussi. Et là, la personne questionne ma légitimité raciale pour parler des banlieues, et c'est le cas aussi de la personne qui l'écrit en dessous. Le mec avoue lui-même qu'il ne vivait pas dans la banlieue, mais en face, et il se permet de remettre en question le vécu des personnes qui ont témoigné sur ce qui se passe dans les cités. Où est sa légitimité? Donc on parlait ce matin de comment se positionner en tant que chercheur ou autre. Bon bah là clairement on remet en cause ma légitimité parce que je n'aurais pas vécu en cité, ce
ce qui n'est pas le cas parce que j'y ai moi-même vécu, mais je ne vais pas me justifier, mais voilà. En tout cas, il y a un avis médiatique qui est partagé, c'est-à-dire une impossibilité de vivre son homosexualité en cité, et il faudrait trouver les bonnes personnes qui le disent. Bon, bah, en fait, les bonnes personnes qui diraient la vérité sont les personnes qui ont raconté des agressions en cité. Par contre, moi qui rencontre des personnes dans le cadre de ma thèse qui ne parlent pas de ça, je ne raconterai pas un véritable vécu. Je finis un peu cette intro parce que je suis déjà à la moitié de mon temps, mais je vais faire vite. Si ça fonctionne. Très rapidement, du coup, vu que ma thèse se porte sur les spécificités des homosexualités en quartier populaire, j'ai quand même pu constater trois choses, et on pourra peut-être en discuter dans les questions. Il est vrai une masculinité et une virilité en milieu populaire assez importante, donc un fort ordre du genre, comme pourrait le dire Isabelle Claire, où du fait d'une interconnaissance et une configuration socio-géographique importante, il y aurait dans l'espace public une composition où les garçons et surtout les jeunes garçons prendraient beaucoup plus de place que les femmes, et du coup il y a une socialisation au genre assez particulière, mais ça c'est pas mes recherches spécifiquement qui le montrent. Il y a aussi surtout, et ça c'est moi-même et Salima Amari qui travaillent sur les lesbiennes de l'immigration qui le disions dans une interview du Parisien, une façon peut-être plus discrète de vivre son homosexualité qui s'expliquerait par un contrôle social et qui, moi en tant que sociologue de l'urbain, essaye de le montrer par la manière avec laquelle la cité est construite, même l'architecture de la cité. Pour faire très bref et raccourcir, mais vous voyez, les cités peuvent être construites comme une cour au centre et toutes les cités qu'il y a, et les bâtiments qu'il y a autour. Du coup, pour être très technique, mais c'est un panoptique inversé, c'est-à-dire que normalement, selon Foucault, le gardien regarde les prisonniers. Là, en fait, la cité et tous les habitants de la cité sont finalement les gardiens de la cité qui regardent qui rentre et qui sort, et donc qui impacte évidemment, qui influe une expérience homosexuelle. Et enfin, ça je suis toujours obligé de le dire parce que sinon je me fais taper dessus par les gens de Twitter, donc je le dis tout le temps, mais de fait c'est présent. Un aspect religieux tout de même, avec une forme de distance à l'homosexualité chez certains enquêtés que je rencontre. Mais vous allez voir quelle homosexualité ils sont distantes, mais qui ne veut pas dire une absence de vécu, c'est-à-dire que beaucoup de personnes que je rencontre, elles m'en parlaient juste avant, qui se disent gays et musulmanes, en fait, continuent de vivre leur homosexualité, et je reprends un concept de Céline Béraud qui dit qu'ils effectuent des bricolages rituels, c'est-à-dire que finalement, ils essayent d'expliquer aussi parfois d'une certaine manière leur homosexualité. Je pense à un enquêté en particulier qui me disait, en gros, Dieu m'a fait comme ça, donc je dois accepter ce que c'est, mais on pourra en parler. Enfin, l'article que je vais vous présenter en 10 minutes, mais je pense que ça va le faire. J'ai essayé de voir si les personnes que je rencontrais fréquentaient les espaces gays, parce qu'apparemment, il fallait absolument qu'elles les fréquentent, parce que la cité était un espace où on ne pouvait pas être gay, et tout bon gay doit fréquenter le Marais, en tout cas pour la personne qui vit à Paris. Et en allant sur le terrain et en discutant avec eux, je vois quand même de nombreuses mobilités ponctuelles, c'est-à-dire qu'ils vont dans le cadre de soirées ou dans le cadre d'événements festifs dans le Marais. Et certains de ces enquêtés découvrent le monde gay après avoir vécu un certain nombre d'années en cité. Et ces premières fréquentations, comme je l'ai écrit, sont souvent positives, notamment pour ceux qui voient la cité comme un enfer. En tout cas pour ceux qui voient la cité comme un enfermement, et on pourra revenir sur les caractéristiques socio-démographiques de ces personnes. Mais c'est le cas de Thibaut, par exemple. Donc Thibaut est blanc, il a vécu en cité dans le nord-est de Paris, et il me dit au début c'est la fête dans ta tête, au début tu te dis genre c'est pas possible, il y a un truc de ouf, c'est libéré. Quand tu vas dans les saunas pour la première fois, ça te fait un truc, les mecs ils sont à Walt, tu peux faire ce que tu veux, avec qui tu veux, donc pour toi c'est un autre pays, t'es à Disneyland, c'est mon premier souvenir. Bon, la comparaison avec Disneyland et les saunas gays pourrait être particulière, mais voilà, Thibaut a aussi ce discours de... le quartier est un endroit où il faut être très viril, il faut se montrer, il faut maintenir la face, et du coup avoir une capacité de se relâcher quand j'arrive dans le milieu gay, c'est très agréable. Vous allez le voir, en fait, Thibaut est ensuite très critique envers le milieu, il le quitte très rapidement. Mais on note de nombreuses mobilités comme celle de Thibaut, et j'en ai une autre que je n'ai pas mis, mais est-ce qu'elle est là? C'est ici. Et c'est aussi le cas de Yannick. Yannick, il a vécu plutôt, lui, dans le Val d'Oise, et donc je lui demande si il va à Paris
dans le Marais, où est-ce qu'il sort, et il me dit ah bah oui, j'avais pas le choix, je me sentais vivant en fait, je me sentais libre surtout. Enfin, à partir de... C'est pour ça que j'imagine, je dis que j'ai une deuxième naissance à 16 ans. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler à Paris, j'ai commencé à sortir à Paris, j'étais libre. La particularité de Thibaut et de Yannick, ils sont tous les deux blancs et ont des parents de classe plutôt moyenne, contrairement aux autres enquêtés que je peux rencontrer, et on peut évidemment se douter que ça a un effet sur leur vision qu'ils ont à la fois de la cité et à la fois de la découverte du milieu. Pour autant, et je regarde le temps, il y a aussi, chez les enquêtés que je rencontre, malgré la boulimie chez beaucoup, en fait, quand ils commencent à fréquenter les quartiers gays, beaucoup le fréquentent pendant 6 mois de manière très intense. Ça, c'est le cas chez beaucoup. Il y en a qui décident de pas du tout le fréquenter, et c'est notamment le cas de Younes, qui a 35 ans au moment où je le rencontre et qui est enseignant. Il me dit, j'ai jamais fréquenté le milieu, donc je peux pas te dire. Jusqu'à présent, j'ai 35 ans, j'ai jamais fréquenté le milieu. J'ai rencontré des personnes qui étaient gays, on a discuté et tout, mais je suis toujours assez mal à l'aise en fait, quand je vois que c'est trop. Parce que ces gens qui s'assument, c'est votre choix, enfin voilà, c'est un choix. Mais maintenant, en fait, trop, bon, je passe. Après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Je suis pas dans le jugement, je suis pas là pour juger les gens, chacun son parcours. Bon, en effet, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Younes, vous vous en doutez politiquement, mais comme on peut le supposer, et on le verra juste ensuite, en faire trop pour Younes, c'est surtout lié à la féminisation supposée des personnes homosexuelles dans les espaces gays. Et je vais essayer, sans stigmatisation, parce que ça sera le cas des questions, de montrer pourquoi il y a ce rejet des folles de France. Et c'est maintenant que je le fais, en fait. Donc, comme j'ai essayé de le dire au tout début avec les travaux de socio-urbaine qui s'intéressent au milieu LGBT, le milieu est un espace fréquenté, mais avec lequel on prend des distances en fonction de ses trajectoires, et ces prises de distance, elles ne sont pas spécifiques aux gays des grands ensembles. Julien Bourgier nous dira par exemple dans son mémoire de master qu'on continue à s'investir dans le milieu si on en a envie, mais aussi parce que on est encore jeune, parce qu'il y a évidemment ces notions de jeunesse dans le milieu, ou pour des questions de génération, tout simplement. Au sein de ma recherche, du coup, la féminité du milieu gay est très souvent remise en cause et expliquerait la non-fréquentation des lieux de sociabilité. Aujourd'hui, pour la plupart des enquêtés, on note un refus de forme de féminité qu'on retrouve chez les personnes identifiées comme hommes dans le Marais. Et bien que ne s'identifions pas frontalement comme masculins, c'est-à-dire que les hommes que je rencontre ne se disent pas masculins, c'est pas une identité qu'ils revendiquent, la figure de l'efféminé qu'ils rencontrent relève toujours de l'altérité, du moins au moment de l'entretien. Donc Yannick, je ne sais plus si je l'ai mis ici, mais dont j'évoquais tout à l'heure l'aspect libérateur pour lui d'arriver dans le Marais, commence à travailler dans le Marais en tant que coiffeur et me dira, la citation est assez terrible, c'était horrible. À la mèche près, il me cassait les couilles. Du coup, je te fais la coupe, je te donne le gel, et puis tu te démerdes. Hein. Salut. Ils se coiffaient tout seuls, sinon ils étaient trop chiants. Et là, j'ai commencé à sortir du milieu. C'est parce qu'à la sortie, j'allais boire des verres à la Denise Café. À l'époque, c'était le Bazooka Café, en face de la table des gourmets. Yannick, en fait, il passe vraiment d'un moment où l'homosexualité qu'il rencontre, il me dit, l'amène presque à devenir homophobe. C'est-à-dire qu'il avait cette idée que le quartier gay était libérateur, et puis il finit par me dire non, mais les gens que je rencontre dans le Marais, ils font trop attention à leur corps, et ça, c'est pas quelque chose que j'ai appris dans la cité. L'association du Marais à la figure de la folle, et je vois qu'il me reste 2 minutes, mais ça va aller, est surtout très présente chez Martin, qui lui me dit clairement qu'en une année, il est devenu le Marais. Et du coup, je demande évidemment à Martin, mais c'est quoi devenir le Marais? Il me dit, alors excuse-moi les mots, je sais que tu enregistres, mais tu peux devenir une pute en fait. Tu peux devenir, je sais pas, tu peux te faire payer pour, tu vois ce que je veux dire. Faut pas trop tomber dans les pièges. Hein. Si tu tombes dans les pièges, dans le Marais aussi, c'est pareil. Tu vas devenir la plus grande folasse, tu vois. Après, si c'est le souhait de la personne, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Hein. Si tu sais rester toi-même, moi je te conseille de te rester. Enfin, si tu veux rester toi-même, moi je te conseille de rester dans ton environnement de tous les jours, même si c'est une cité, parce qu'elle ne sera pas négative pour toi. Je précise que Martin a 40 ans. Donc il y a ce refus, et j'ai pas le temps parce que le temps est trop court, mais il y a ce refus de la féminité, mais qui pour moi n'est pas spécialement un refus de la féminité en tant que telle. C'est plutôt pour les gens que je rencontre, être une folle, c'est accepter d'être visible et de leur discréditer en fait. Être une folle, ce n'est plus être en contrôle de l'information, et donc se soumettre au regard des autres. Dans une perspective très goffmanienne,
L'individu stigmatisé connaît plusieurs phases d'apprentissage de son stigmate, celle où il apprend le point de vue des normaux et celle où il apprend qu'il n'y correspond pas, et c'est exactement le cas ici, je crois, pour mes enquêtés. Et je vais conclure bientôt. Néanmoins, cette absence de visibilité de l'homosexualité, comment résumer 30 pages d'articles en 2 minutes, il y a aussi et surtout dans le milieu gay, non pas un rejet de la folle, mais surtout un milieu d'exclusion avec des enjeux de race, et c'est aussi pour ça que les enquêtés ne fréquentent plus les espaces du Marais, et c'est à la fois le cas de Nassim ici et d'Adem. En effet, en France, la figure de la racaille, du mec de cité, semble constituer une sorte de pierre angulaire d'un racisme sexuel et des discriminations internes à la communauté gay. En effet, l'archétype du jeune homme de cité se situant à l'intersection de la classe et de la race est associé à une figure hypersexualisée. Donc être un noir ou un arabe de banlieue représente à la fois une figure dangereuse, mais est aussi une figure excitante pour les gays blancs. D'une certaine façon, ces discriminations internes à la communauté pourraient expliquer les distances qu'entretiennent les homosexuels des grands ensembles avec le milieu gay, et ainsi, et c'est l'objectif de mon papier, complexifier l'idée de fuite vers la ville. Donc là, je vous finis très rapidement, je le promets, en citant Nassim, donc Nassim que je rencontre, qui est en études supérieures, qui, dans un département du nord de l'Île-de-France, il me dit « Moi, il y a une question qui me fume de ouf. Est-ce que tu es un vrai rebeu de cité? Déjà, comment tu veux savoir si tu es un vrai rebeu de cité même? Tu vas faire quoi? Tu vas venir ?» Je leur réponds jamais. Et du coup, après, ils enchaînent sur « Si tu viens le voir, viens en TN ». En mode, tu ressens qu'ils bandent même pas sur la personne, ils bandent sur le cliché du rebeu de cité. Cette question, elle me fume de rire, avec tes chaussures de requin là. Il me vénère. Bon, là, le cas de Nassim, c'est un peu un cas qui est très fréquent sur mon terrain, où c'est notamment le cas sur les applications de rencontres, en fait. Donc ensuite, les personnes enquêtées vont mettre des stratégies en place pour moins subir le racisme sexuel sur les applications de rencontres, mais c'est pas tant mon objectif ici de sociologue de l'urbain, de voir est-ce qu'ils continuent de se déplacer dans les milieux gays. Et ça, c'est plus le cas d'Adem, qui a 26 ans quand je le rencontre et qui est employé. Je mets région parce que Adem a déménagé, est parti d'une cité d'Île-de-France pour aller vivre en région, mais je vous raconte très rapidement son histoire. Il me dit, c'est un bar où il y avait une grosse soirée techno-hard, et je voulais pas forcément y aller, mais il connaît quelqu'un dans cette soirée, et donc il y est invité. Néanmoins, quand il arrive, le vigile lui dit, non, c'est une soirée techno, t'es pas techno, toi. Genre, t'as vu, j'ai rigolé, j'ai dit, moi je suis pas techno d'après toi, au nom de quoi? C'est parce que j'ai mis une doudoune, il faisait froid, c'est tout, il est 3h du matin. T'as vu, tu vas fermer dans 2 heures, je rentre, je bois 2-3 verres et je pars. Il me dit, non, non, écoute. Bon, je lui dis, je vais pas me prendre la tête avec toi, il n'y a pas de souci mon pote, bon courage à toi. Il se met de côté, et puis du coup, il appelle l'organisateur de la soirée, qu'il connaît. L'organisateur sort et vient parler au vigile, mais le vigile veut toujours pas le faire rentrer, et c'est au bout d'une vingtaine de minutes que l'organisateur de la soirée arrive à faire rentrer Adem dans la soirée. Selon moi, et je conclurai là-dessus, je te promets, la sociologie goffmanienne nous apprend qu'il y a des rôles en fonction des décors, et donc ici, le rôle normalement joué par toute amatrice de musique techno n'est pas rempli par Adem, qui se voit alors refuser l'accès. Plus largement, nous pourrions penser que bien que l'organisateur connaisse Adem du fait de sa sexualité, ce type de soirée est fréquenté par des homosexuels, mais aussi par des hétérosexuels, ne s'attend pas à voir un homme vêtu d'un survêtement Nike arriver en plein Paris dans une soirée techno-queer, quoi. Donc, quelle que soit la sexualité d'Adem, qui passe ici d'ailleurs sûrement pour hétérosexuel, sa tenue vestimentaire ne dénote pas avec le type de personne attendue, liant évidemment classe, race et sexualité. Et je conclurai très rapidement là-dessus. J'ai dépassé de 4 minutes. Dans le monde académique, je crois que ça va. Voilà. Chez tous les enquêtés que je rencontre, vivre sa sexualité, ou plutôt son homosexualité, relèverait du privé et ne devrait alors en rien mener à des formes visibles de ses pratiques. Cette façon de vivre son homosexualité est pourtant pas nouvelle au sein de la communauté, et la politisation des gays très à droite de l'échiquier politique les amène eux aussi à constituer le Marais comme un pôle repoussoir et à se politiser pour la défense d'une haute forme d'homosexualité. C'est notamment le cas des travaux de Michael Durand sur les gays d'extrême droite. Néanmoins, ici,
Pour moi, la politisation publique de ce refus est envisageable en fait pour les jeunes de cité, puisque l'homosexualité, même si elle n'est pas toujours cachée, est de l'ordre du privé. Par ailleurs, je pense que mes enquêtés se distinguent avec les enquêtés d'extrême droite de Mickaël Durand, malgré le fait qu'ils se revendiquent eux aussi hors milieu, parce que certains soutiennent les associations et mouvements LGBT, voire y travaillent ou y ont travaillé, mais ils mettent simplement à distance une forme d'homosexualité non acceptable dans le cadre de leur parcours sexuel, de leur parcours personnel, marqué par des appartenances territoriales, raciales et de classe. En conclusion, fuir vers la ville et fréquenter les espaces gays parisiens, c'est se confronter pour beaucoup à l'imaginaire homosexuel, à ce qu'est publiquement l'homosexualité. Or, cette fuite est toujours temporaire, elle est vécue pour la plupart, mais elle finit par constituer un rapport au monde marqué par une forte distance à l'homosexualité et à ses espaces. De fait, les trajectoires des homosexuels des grands ensembles viennent, pour moi, confirmer ainsi l'idée d'un vécu homosexuel possible en dehors de la grande ville, en dehors des grands centres urbains et donc au sein des banlieues populaires. Voilà, je m'excuse d'avoir dépassé. Et évidemment, je passe la parole à Florent. Ça me semble une évidence. Merci Axel. Le micro marche pas? Si. Il marche pas? Il en a eu marre que je parle. Personne ne parle. Non plus. Si bien c'est bon. Donc moi on va changer de mobilité, d'échelle de mobilité spatiale, où je vais vous parler d'un petit bout de mon travail de thèse qui était consacré aux réfugiés LGBT+, en France. Le point de départ de ma présentation, en fait, c'est la place que peuvent avoir les réfugiés LGBT+, au sein de ce qu'on appelle l'ordre sexuel du monde. Donc l'ordre sexuel du monde, c'est une référence travaillée par Sébastien Roux et Marianne Plédon, qui est une notion pour désigner comment on s'imagine le monde comme binaire, entre notamment les espaces du Nord, les espaces occidentaux, qui seraient des espaces de libération, de tolérance, d'égalité, par opposition aux espaces du Sud, qui seraient des espaces intrinsèquement hostiles aux personnes LGBT+, et aux femmes. Il y a ce type de représentation est souvent associé à ce type de discours, ce type de carte, vous avez peut-être déjà vu, donc c'est les cartes produites par l'IGA, qui montrent en fait l'état des législations dans le monde sur les droits des personnes LGBT+, que ce soit les droits accordés ou les formes de persécution qui peuvent exister dans ces pays. Et donc ces cartes qui montrent le droit tel qu'il est, en fait, ne montrent pas plein d'autres réalités, puisqu'elles contribuent à essentialiser l'espace en quelque sorte. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, on pourra en parler dans la discussion si vous voulez, sur comment on peut prendre de la distance avec ces discours cartographiques et tous les imaginaires qui contribuent à véhiculer. Ce qu'il faut retenir dans cette image binaire du monde, c'est qu'il y a 3 représentations qui sont sous-jacentes à cet ordre sexuel du monde. La première idée, c'est que du coup, les pays du Sud sont intrinsèquement et uniformément hostiles aux minorités sexuelles et de genre. La deuxième idée, c'est que les pays du Nord, donc on voit représentés en bleu notamment en partie, seraient des espaces de liberté et d'égalité totale pour les minorités sexuelles et de genre. Et la troisième représentation, c'est l'idée que si on passe du premier bloc au deuxième, de fait, le mouvement crée en lui-même une libération, puisqu'on passe d'un espace hostile à un espace de tolérance. C'est cette représentation de la migration comme libératrice en elle-même que je vais essayer ici de discuter. Donc l'enjeu, c'est pas de nier ce que peut apporter la migration, notamment dans le cas de réfugiés que j'ai pu rencontrer, puisqu'elle permet parfois une mise en sécurité directe quand on essaye de fuir des persécutions frontales, mais c'est de rappeler que la réalité est en fait beaucoup plus complexe quand on regarde du point de vue des expériences des individus, que l'arrivée en France n'est pas en elle-même un synonyme de libération. Et surtout, l'enjeu, c'est de voir qu'est-ce que ce discours de la migration libératrice occulte. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne voit pas en se focalisant uniquement sur ce premier schéma de lecture. Donc il y a plusieurs réalités qui permettent de relativiser l'idée que la migration vers la France pour les demandeurs d'asile, les réfugiés LGBT+, serait libératrice en elle-même. Tout d'abord, la difficulté d'accéder au statut de réfugié. Donc certes, on peut être arrivé en France, mais encore faut-il qu'on soit reconnu réfugié par les institutions. Le fait qu'on peut aussi connaître en France des expériences de LGBT-phobie, qu'on expérimente de nouvelles formes de marginalisation, de nouvelles formes de précarité, toute une série d'expériences qui font que les personnes peuvent remettre en question l'idée qu'arriver ici, ça serait la libération. Donc l'objectif de ma présentation, ça ne va pas être de développer de façon exhaustive tous ces aspects, mais de se concentrer sur un en particulier,
c'est de voir en fait quels sont les effets du statut migratoire sur l'expérience minoritaire sexuelle et de genre. Donc, dans une approche intersectionnelle qui caractérise la journée d'études d'aujourd'hui, l'idée ça va être de voir comment les implications du statut migratoire, être demandeur d'asile, ça influe sur la façon dont les personnes vivent leur position minoritaire en tant que personnes homosexuelles, bisexuelles ou trans. Donc le postulat théorique d'une telle analyse, c'est que l'expérience minoritaire, sexuelle ou de genre, elle est foncièrement dynamique, contextuelle et intersectionnelle. Donc de saisir la sexualité ou le genre comme des éléments qui ne sont pas des dimensions autonomes de l'expérience, puisque toute une autre série de caractéristiques sociales des individus va influer sur la façon dont ils peuvent négocier leur position minoritaire. Donc là, l'enjeu va être de voir comment le statut migratoire en lui-même complique cette situation. Donc par statut migratoire, ici, j'entends le fait d'être demandeur d'asile et tout ce que ce statut administratif particulier implique. Donc simplement un point de terminologie pour les personnes qui ne sont pas forcément familières de ces questions. Donc demandeur d'asile, c'est une personne qui est en cours de procédure de demande d'asile par opposition à un réfugié, qui est une personne à qui le droit d'asile a été accordé à l'issue de cette procédure. Donc là, je parle vraiment je vais parler des personnes qui sont en cours de procédure. Si on essaie de réfléchir à ce qu'implique ce statut de demandeur d'asile, il y a trois aspects importants. Premier élément, c'est la précarité administrative. C'est-à-dire qu'en termes de procédure, ça induit d'abord le stress, l'enjeu d'avoir ou pas le statut de réfugié, de réussir à l'obtenir, et ensuite toute l'incertitude que ça génère chez les personnes qui sont dans l'attente d'un résultat institutionnel et qui en fait sont dans une situation où il n'y a aucun horizon possible tant qu'on ne sait pas si on va pouvoir être stabilisé du point de vue administratif dans le pays. La deuxième implication, c'est que c'est aussi des implications matérielles, puisqu'en fait, avec ce statut administratif de demandeur d'asile, la plupart des personnes concernées font face à des situations de forte précarité matérielle et résidentielle. Donc on en a déjà parlé un peu ce matin, puisque les dispositifs d'accueil sont sous-calibrés, c'est-à-dire qu'une grande partie des demandeurs d'asile ne sont pas hébergés dans des dispositifs d'accueil institutionnels, puisqu'il n'y a pas assez de place disponible, que l'allocation pour demandeurs d'asile est un montant très peu élevé, qui est par ailleurs pas toujours accordé, et que parallèlement, les personnes n'ont pas le droit de travailler, sauf exception. Et enfin, le statut migratoire de demandeur d'asile, c'est aussi un nouveau statut social. C'est-à-dire que l'enjeu, ça va être de comment on gère une catégorie administrative qui devient en fait un facteur identitaire. C'est-à-dire qu'il faut se présenter. Qu'est-ce que ça veut dire devenir demandeur d'asile? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire dans le regard des autres? Puisqu'en fait, cette catégorie administrative va devenir une sorte de catégorie métonymique qui se surimpose à toutes les autres caractéristiques sociales des individus qui vont toujours être renvoyées au fait d'être « Ah oui, mais t'es un demandeur d'asile ». Et qu'est-ce que du coup ça génère comme imaginaire chez les interlocuteurs? Donc l'enjeu, ça va être de voir comment ces différentes composantes, ces trois composantes, influent sur l'expérience minoritaire sexuelle et de genre. Donc il y aura deux enjeux à se poser cette question. Il y a d'abord un enjeu empirique. Donc puisque on a vu que l'asile le droit d'asile pour les personnes LGBT+, est souvent mobilisé comme un élément qui justifierait d'une sorte de supériorité morale des pays des Nord, puisqu'en fait ils accueillent les personnes et ils protègent les personnes qui sont persécutées dans les pays du Sud. L'enjeu, ça va être de voir, en fait, surtout de rappeler que les politiques migratoires et d'asile restrictives générales participent aussi à vulnérabiliser les personnes exilées LGBT+, que les pays des Nord vont ensuite pouvoir se vanter de protéger par rapport aux pays des Sud. Et le deuxième enjeu, qui est plutôt théorique, ça va être de voir comment on peut considérer dans les approches intersectionnelles le statut migratoire comme une variable de positionnement social en soi, qui qui est en relation avec les rapports sociaux de race, par exemple, voire de nationalité, mais qui n'est pas exactement la même chose. Et là, l'enjeu, ça va être de voir comment ça se concrétise particulièrement. Donc, je vais faire cela en étudiant quatre configurations, quatre modalités d'articulation entre le statut migratoire et l'expérience minoritaire sexuelle et de genre. Première modalité, c'est le fait que, en tant que demandeur d'asile, vous faites face à un gouvernement par l'instabilisation qui va conduire à des comportements d'autocensure. Donc, comme on l'a vu précédemment, le statut de demandeur d'asile, ça induit une précarité administrative. D'une part, les personnes sont dans l'attente de l'issue de leur examen de demande d'asile, parfois des mois, parfois des années pour les procédures les plus longues, ce qui fait qu'ils sont dans une incertitude face à l'avenir et sur ce qu'ils vont pouvoir devenir à long terme. Et ça va se coupler d'un sentiment d'illégitimité sur le territoire national et surtout de crainte de complications avec la procédure. C'est-à-dire qu'ils vont avoir peur que le moindre élément qu'ils réalisent
Plus de batterie si ça met. Le moindre élément pourrait emmener des complications dans leur procédure, ce qui va les placer dans une situation en fait, d'entre-deux, puisqu'un demandeur d'asile n'est ni dedans ni dehors. Il n'est pas encore accepté dans le pays, parce que potentiellement on va falloir le renvoyer chez lui si en fait on voit qu'il n'a pas, enfin, que sa demande d'asile n'aboutit pas. Mais il n'est plus chez lui, il est quand même à un autre endroit. Donc il est dans une situation fondamentalement instable. Et cette instabilité en fait va emmener des comportements d'autocensure aussi dans les modes de pratique de sociabilité LGBT+, et dans les pratiques communautaires. Donc tout d'abord, l'instabilité administrative est un horizon indépassable qui bloque certains demandeurs d'asile dans leur pratique de sociabilité. Donc Mariam, par exemple, qui est une jeune demandeuse d'asile guinéenne, lorsque je lui demande si elle aimerait bien fréquenter des bars lesbiens, elle me répond « oui, beaucoup, même à la mutinerie, j'irai un jour, mais pour le moment, tu vois, j'aime pas trop sortir la nuit. Je me dis, je suis pas trop en sécurité, mes papiers, c'est pas trop top. En fait, je me dis, j'ai pas les papiers pour vivre. Je sais que le jour, genre moi, si j'ai mon statut de réfugié, j'irai très très souvent dans les bars lesbiennes, j'irai voir beaucoup. » Et donc la citation, qui est très symptomatique de la situation de Mariam, c'est « j'ai pas les papiers pour vivre ». Et donc on va voir que l'instabilité administrative conduit à des comportements d'autocensure où les personnes n'osent pas faire des éléments de pratique de sociabilité qui leur permettraient de rencontrer d'autres personnes, alors même qu'elles pourraient y aspirer. Ces sentiments d'instabilité, d'autocensure est renforcé par une crainte des autorités. En fait, en tant que demandeur d'asile, souvent les personnes que j'ai rencontrées intègrent qu'elles ne pourraient pas se défendre et qu'elles ont peur d'être accusées à tort. Ce qui fait que, par exemple, elles vont éviter de fréquenter des espaces où il y a beaucoup de contrôle de police. Alors même qu'en tant que demandeur d'asile, d'un point de vue juridique, vous êtes légitime de façon provisoire, mais vous avez une légitimité juridique à être présente sur le territoire. Mais ils vont fuir les espaces où il y a des interventions, des présences policières, parce qu'ils ont toujours peur que s'il y a un problème, ça va compliquer leur procédure, et qu'ils ne pourront pas se défendre, ou que de toute façon leur parole est illégitime en tant que demandeur d'asile. Et ça va conduire certaines personnes à éviter de fréquenter certains lieux où ils ont peur que la police pourra arriver pour une altercation X ou Y, notamment les lieux festifs, les bars, les boîtes de nuit, etc. Puisqu'ils se disent, si la police arrive pour je ne sais quelle raison, j'ai retrouvé embarqué dans une histoire et c'est moi qu'on va accuser. Et là, c'est intéressant de remarquer dans les approches intersectionnelles que cette crainte s'articule souvent avec les rapports sociaux de race, puisque dans les discours que j'ai entendus, c'est souvent les personnes noires qui ont exprimé le plus ces craintes. Par exemple, que je n'ai pas du tout entendu dans les cas de réfugiés, demandeurs d'asile issus du pays d'Europe de l'Est, associés plutôt à une forme de blanchité. Donc on voit ici comment le statut migratoire précaire est en fait d'autant plus expérimenté qu'en fait il va résonner avec des pratiques de contrôle policier plus généraux en France qui articulent directement les rapports sociaux de race. Autre manifestation des effets de cette précarité administrative, c'est que les personnes ne veulent pas les porter plainte à la police si elles ont subi des agressions LGBT-phobes en France, puisqu'elles ont peur des autorités et elles ont peur que ça induise encore une fois une complication dans leur propre procédure. Or, donc, tous ces phénomènes d'autocensure dans les pratiques de sociabilité sont importants à garder à l'esprit, parce qu'en fait, dans les entretiens avec l'OFPRA ou la CNDA, qui sont les institutions de l'asile qui étudient les dossiers, il arrive fréquemment qu'on pose des questions sur « Depuis que vous êtes en France, comment se passe votre vie en tant que gay, en tant que lesbienne, en tant que personne trans? Est-ce que vous fréquentez des espaces associatifs, des espaces communautaires, etc. » Et on voit même que c'est la précarité administrative qui bloque certaines personnes pour l'accès à ce type de lieu. Donc plus largement, la précarité administrative en fait amène un sentiment d'insécurité qui fait que les demandeurs d'asile se sentent encore plus exposés aux éventuelles stigmatisations LGBT-phobes. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'est qu'une fois qu'elles avaient eu le statut de réfugié, elles se sentaient beaucoup plus en sécurité sur l'aspect stigmatisation liée au genre, à la sexualité. Et donc on voit comment en fait le statut migratoire influe doublement sur l'expérience minoritaire, puisque il conduit à limiter les pratiques des personnes qui s'autocensurent, et 2, il accroît le sentiment d'exposition, parce qu'en fait les personnes se sentent encore plus vulnérables du fait de leur précarité administrative. La deuxième configuration d'articulation, c'est le fait que la précarité matérielle et résidentielle accroît l'exposition, rôde les marges d'action et freine la sociabilité. Donc là encore, la précarité matérielle et résidentielle, ça va se présenter de deux façons. D'une part, précarité résidentielle, parce que comme on l'a dit, l'ensemble des personnes ne se voit pas proposer un hébergement par les dispositifs d'accueil institutionnels, ce qui fait que ça donne lieu à des situations de précarité résidentielle très variées, depuis dormir à la rue jusqu'à sous-louer des appartements avec plusieurs personnes dans la même chambre.
et le fait que les personnes n'ont pas des montants financiers suffisants pour vivre dignement et ne serait-ce que répondre à leurs besoins élémentaires comme accès aux des produits d'hygiène ou se nourrir. Cette précarité matérielle, en fait, elle va avoir 3 impacts sur la façon dont est gérée la position minoritaire. Le premier élément, c'est qu'en n'ayant aucun espace de logement qui soit en fait un espace à soi, un espace personnel domestique, ça les prive d'un accès à un espace de repli. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où en fait les personnes peuvent, entre guillemets, se relâcher l'autocontrôle et la vigilance, puisqu'en fait vous êtes tout le temps, c'est souvent des personnes qui partagent des logements collectifs, vous êtes tout le temps en train de faire attention à gérer, essayer de dissimuler le fait qu'on soit gay, lesbienne ou trans dans certains de ces espaces. Et beaucoup de travaux ont renseigné en fait le coût psychologique des minorisés sur le fait de toujours faire attention et de toujours être vigilant à est-ce qu'il ne va pas avoir quelqu'un qui va venir m'agresser il faut toujours faire attention et ça a un vrai impact physique et psychologique. Deuxième conséquence, c'est que ça freine la sociabilité, puisque l'impossibilité d'accès à un espace à soi, ça empêche aussi certaines pratiques de sociabilité, puisqu'on ne peut pas inviter des personnes chez soi, donc pratiques de sociabilité, qu'elles soient amicales, amoureuses, mais aussi sexuelles. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer des partenaires, mais en fait, potentiellement, vous n'avez pas d'espace pour avoir accès à une intimité, et ça joue sur comment vous pouvez vivre votre sexualité. Troisième élément, et on en a parlé aussi ce matin, ça accroît les situations de dépendance matérielle. Puisque vous êtes précaire, vous ne pouvez pas vous-même répondre à vos propres besoins matériels, vous êtes dépendant de personnes, et parfois de personnes qui sont craintes, puisque vous avez peur qu'elles soient mises au courant de votre homosexualité. Ce qui fait que vous avez des situations où j'ai rencontré plusieurs fois sur mon terrain, des personnes, en fait, une personne a été hébergée par une autre personne, et quand on apprend qu'elle est homosexuelle, en fait, la personne lui dit « bah non, c'est pas possible, je t'héberge plus, tu sors ». Donc ça a des impacts aussi sur les modes de vie très matériels. Troisième modalité, c'est qu'en fait, être demandeur d'asile au motif de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, ça redouble l'information de cette homosexualité, bisexualité, transidentité, et ça complexifie les stratégies de négociation du stigmate. En fait, vous avez une nouvelle couche d'informations à gérer sur vous, être demandeur d'asile. Et en fait, la difficulté, c'est que être demandeur d'asile, si vous dites à quelqu'un « je suis demandeur d'asile », une des premières questions qui vient, c'est « pourquoi ?» Pourquoi tu demandes l'asile? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton pays? Et donc en fait, le statut migratoire va redoubler l'information du stigmate qu'il va falloir gérer. Ce qui fait que beaucoup des personnes que j'ai rencontrées font aussi bien attention à dissimuler leur homosexualité, bisexualité, transidentité, qu'à dissimuler le fait qu'elles sont impliquées dans une demande d'asile. Et donc ça va avoir 2 implications. La première, c'est que ça va créer, la demande d'asile crée une mise en visibilité inconfortable pour les personnes. Donc par exemple, certaines personnes ont peur des agents à la préfecture, puisqu'ils se disent mais peut-être qu'en allant là-bas, je vais rencontrer quelqu'un qui vient du même pays que moi, ou qui connaît quelqu'un, et donc ils ont peur d'aller dans des rendez-vous institutionnels. Deuxième élément, beaucoup font attention à dissimuler tous les papiers qui sont liés à la procédure, chez la personne chez qui elles sont hébergées par exemple. Ou encore le fait qu'ils fréquentent certaines associations de soutien ou certains lieux institutionnels sont vus comme des mises en visibilité potentielles et donc sont craints par les personnes. Ce qui fait que beaucoup mettent en place des stratégies de négociation au quotidien qui conduisent à trouver des façons de se présenter autrement qu'en tant que demandeur d'asile ou en tant que réfugié. Et notamment en fait dans les cercles de compatriotes, puisque la discussion sur quel statut toi tu as, etc. Parfois même, je vais le voir après, dans des bonnes intentions, l'idée c'est des pratiques d'entraide, d'essayer de s'aider pour faire face à ces difficultés, vont être compliquées pour les personnes qui vont en fait parfois mettre en avant des autres demandes de régularisation. Ils vont dire en fait je suis pas demandeur d'asile, moi je suis là parce que je fais des études. Moi je suis pas demandeur d'asile, moi je me suis marié avec un Français et une Française et c'est comme ça que j'ai réglé ma situation administrative. Et ce qui est difficile à gérer, donc on a parlé du poids de la charge de la vigilance quotidienne, c'est qu'en fait la gestion du statut administratif a parfois des impacts sur des situations très quotidiennes insoupçonnées. Donc, par exemple, Bilal, qui est un demandeur d'asile algérien que j'ai rencontré, a vécu pendant très longtemps en colocation avec un Tunisien, mais qui le Tunisien ne savait ni que Bilal était gay, et surtout ni qu'il était impliqué dans une demande d'asile. Donc il pensait qu'en fait il était en situation irrégulière et qu'il pour l'instant il faisait rien pour régulariser sa situation. Sauf que le jour où Bilal a été reconnu réfugié, il a pu commencer à travailler, ce qui fait que quand il sortait du logement, de l'appartement,
son colocataire lui disait mais qu'est-ce que tu fais, tu travailles ou comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais à sortir tout le temps de l'appartement? Et donc là il était coincé parce que s'il disait qu'il travaille, ça voulait impliquer, ça impliquait de dire qu'il fallait qu'il a régularisé la situation, et donc son colocataire va lui demander comment tu as régularisé la situation. Et donc on voit en fait que le statut administratif est aussi un poids dans la gestion quotidienne des interactions et du stigmate. Et la difficulté, c'est que du coup, des situations en fait, qui sont pensées comme des pratiques d'entraide communautaire entre personnes migrantes ou qui viennent d'arriver récemment sur le territoire français, mettent en difficulté certains demandeurs d'asile qui cachent qu'ils sont en demande d'asile. Donc toujours Bilal, le même exemple, en fait, avec plusieurs cousins qui sont présents en région parisienne et qui en fait essayent de l'aider parce qu'il n'a pas dit à ses cousins qu'il avait initié une demande d'asile et qui lui demandent fréquemment où t'en es dans ta procédure. Et parfois, ils lui présentent, et qui sont ni au courant qu'il est gay, ni au courant qu'il est demandeur d'asile. Et donc parfois, ils lui disent oui, j'ai rencontré une femme française, elle est prête à se marier, est-ce que tu veux pas te marier avec elle? Comme ça va régulariser ta situation. Et donc là, il est en double difficulté, parce qu'il faut à la fois qu'il négocie le statut administratif et le fait d'être potentiellement découvert en tant comme gay. Et donc on voit en fait que, on a un paradoxe ici, puisque les taxonomies migratoires, le fait de multiplier les types de migrants pour régulariser les personnes, certes accordent des nouvelles possibilités de protection pour des nouvelles types de catégories, comme les réfugiés LGBT+, qui est une catégorie assez récente, mais en même temps on voit aussi qu'il y a des inconvénients, puisque au quotidien ça implique pour les personnes concernées de jouer avec une nouvelle identité qui va influer sur les interactions les plus banales, et pas seulement dans le cadre des rapports institutionnels. Et enfin, très rapidement, ça institue un quatrième niveau de difficulté sur la façon dont on négocie la position minoritaire, c'est que c'est une nouvelle identité qui altère les relations sociales. Et comme je vous ai expliqué, en fait, demandeur d'asile, ça devient un marqueur métonymique, un nouvel identificateur des individus qui peut altérer les relations sociales, notamment les relations de drague par exemple, ou éventuellement de groupes, pour constituer de nouveaux couples, selon deux modalités, puisque le demandeur d'asile peut ou bien devenir un nouveau stigmate en soi, et donc en fait le demandeur d'asile est craint, ou il y a une sorte de méfiance vis-à-vis du demandeur d'asile qui est considéré comme on l'associe à un étranger, ou on l'associe à une situation administrative trop compliquée, ce qui fait que moi j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, dès que j'ai dit que j'étais demandeur d'asile, en gros on ne parlait plus, donc maintenant je ne dis plus que je suis demandeur d'asile, je trouve un autre truc et j'expose pas ma situation. Et l'autre réaction, qui est une sorte de revers de la médaille, mais qui est tout aussi déshumanisante, c'est de susciter la pitié. Et donc dès qu'on dit on est demandeur d'asile, on va voir des personnes qui vont s'apitoyer sur son sort, donc une sorte de victimisation qui est tout aussi rejetée, bon, parfois en fait peut être utilisée stratégiquement, mais qui souvent est rejetée par les demandeurs d'asile qui ne veulent pas avoir une relation dans un rapport aussi inégalitaire d'emblée, en fait, rien qu'à cause du statut administratif. Ce qui fait que beaucoup de personnes en fait, ne disent pas qu'ils sont demandeurs d'asile, puisque ça peut altérer les relations sociales et les nouvelles possibilités de rencontre dans le pays d'arrivée. À ça s'ajoutent tous les processus de racisation dont Axel a parlé, par exemple, le fantasme ou le rejet que peut susciter la personne en raison du fait d'être une personne noire ou d'être associée à une sorte d'arabité. Et notamment, point un peu plus récent, c'est qu'il y a aussi dans tous les enjeux de catégories sexuelles, le fait que la figure du réfugié elle-même peut devenir sexualisée. Et il y a des travaux maintenant qui commencent à travailler sur comment la figure du réfugié apparaît dans la pornographie, et notamment la pornographie hétérosexuelle, mais aussi la pornographie gay. Et donc une sorte de figure de personne à sauver et à initier à la sexualité libérée dans le nouveau pays d'arrivée. Et donc on voit comment la caractéristique administrative devient un marqueur d'identité par les autres, et du coup qui va altérer les relations avec les autres. Donc, en conclusion, ce qu'on peut rapidement revenir ici, c'est qu'avec ces quatre configurations, en fait, on voit comment le statut migratoire lui-même influe sur l'expérience minoritaire, sexuelle et de genre. Ça permet de complexifier l'idée que les migrations sud-nord seraient en elles-mêmes libératrices, puisque ça rappelle en fait que les politiques migratoires d'asile restrictives et les politiques migratoires et d'asile restrictives précarisent l'ensemble des exilés, mais aussi les réfugiés LGBT+, eux-mêmes. Et donc on voit en fait, là si on essaie de comprendre comment on peut analyser les déplacements, parce que pour comprendre l'effet de la migration sur les individus, il faut autant regarder en fait les conditions du déplacement, plus
potentiellement que les différentiels d'espace. C'est-à-dire que l'idée qu'on pourrait comprendre la migration en analysant deux espaces qui auraient des caractéristiques différentielles essentielles, l'espace de départ, l'espace d'arrivée, et donc on comprend à l'aune de ça comment ça se passe dans le pays d'arrivée. En fait, il faut voir comment le déplacement se passe pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le pays d'arrivée. Ce qui fait que ça met en jeu à la fois des éléments structurels, ici les politiques migratoires, mais aussi les caractéristiques sociales différenciées des individus, puisqu'en fait tout le monde n'a pas les mêmes façons de négocier les politiques migratoires et les effets qu'elles vont avoir. Et donc on peut faire l'hypothèse que des personnes qui arrivent à se stabiliser en France avec une procédure migratoire différente, beaucoup plus simple, vivront leur homosexualité différemment en France, puisqu'elles n'auront pas à faire face à toutes ces complications administratives et tout ce qu'elles impliquent en termes de négociations minoritaires au quotidien. J'en ai terminé. Merci pour votre écoute. On ne respecte pas nos devoirs sur le temps, mais on les respecte sur les questions. On a bien travaillé. Non, mais je pense qu'on répond volontiers à vos questions sur nos travaux respectifs et sur la perspective spatiale, mais du coup, vu qu'on se rend compte aussi que nos présentations sont peut-être très académiques et peut-être pas assez tournées vers le public société civile qui était la requête, mais on a essayé quand même de trouver des questions qui pouvaient s'appliquer aussi au monde associatif et aux acteurs locaux. Du coup, on vous pose 3 questions. Vous y répondez si vous avez envie, mais nous, on aimerait bien savoir. Est-ce qu'on peut penser à d'autres types de binarité spatiale, des minorités de genre et de sexualité qui vous semblent pertinentes? Donc là, on a montré nord-sud, centre-périphérie avec la banlieue. Est-ce que vous avez d'autres idées de binarité spatiale possibles que vous pouvez rencontrer? Ce qui joint à la deuxième question, est-ce qu'en tant qu'acteurs locaux marseillais ou de la région Marseille ou ailleurs, est-ce que vous identifiez des fractures spatiales qui influent sur vos actions et pratiques de terrain? Donc est-ce que ces différences spatiales, et on en parlait peut-être un peu plus de l'aspect race avant, mais est-ce que ça va influer la manière avec laquelle vous travaillez? Et dernièrement, comment vous adaptez vous, aux lieux dans lesquels vous vous trouvez pour mener vos actions, que ce soit de l'échelle locale jusqu'à internationale? Donc est-ce que vous appliquez les mêmes pratiques de terrain, pratiques de travail sur vos différents lieux? Je ne sais pas si les questions de spécialistes de l'urbain parlent à grand monde et peut-être qu'on est enfermé dans nos délires, mais voilà. Et on répond volontiers aussi à vos questions sur nos travaux. Merci beaucoup. Du coup, je ne l'avais pas posé comme vous l'avez posé, mais comme fracture, je voulais demander de questionner la racisation derrière le mot quartier populaire. Parce que c'est vrai que moi, j'entends vraiment la France périphérique, donc les gilets jaunes, la France blanche qui souffre et tout, et les quartiers populaires. Et en fait, on parle de classe économique qui pourrait être équivalente, parce qu'il y en a une qui est racisée, l'autre qui est blanche, et une qui est légitime de souffrir et l'autre blanc. Et donc ça peut aussi être intéressant. La place de la race dans les quartiers populaires, je ne vais pas refaire le débat de la socio-urbaine des années 2000, parce que c'est clairement là-dessus que Vacan et la Peyronie s'opposaient. En fait, l'analyse raciale de ces territoires, avec Vacan qui nous disait ces territoires ne sont pas des ghettos parce que ce ne sont pas des ghettos américains avec une homogénéité raciale, quoi, en gros. Je sais pas trop comment je dois te répondre. Est-ce que la question était est-ce que je prends moi en compte le fait que les quartiers populaires sont des espaces racisés? Je pense que tu t'en doutes, sinon je ferais pas ce travail. Ou est-ce qu'il faut que je prenne en compte le fait que ce sont des quartiers racisés dans l'expérience LGBT? Non. Ok, alors je pense que j'ai mal saisi ta question pour être totalement honnête. Parce que de fait, les quartiers populaires aujourd'hui en France ne peuvent pas être définis comme ghetto. En tout cas, moi je me place du côté de Vacan, même si j'étais élève de la Peyronie, parce qu'il n'y a pas d'homogénéité raciale au sein de ces espaces. En fait, on est plus face à une homogénéité raciale, mais médiatiquement aussi, ils sont un peu tous mis dans le même lot. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut déterritorialiser le racisme, dans le sens où le racisme n'est pas présent dans les quartiers populaires. Du coup, j'ai du mal à comprendre ta question, et là je t'y réponds en tant que prof de socio-urbaine, donc je ne sais pas du tout si c'était ton objectif. Mais... En fait, ma question, c'est que tu décrivais sur le fait de bouger, d'aller dans la ville pour...
voilà, ce que tu décrivais, le mouvement de mobilité ponctuelle pour aller dans la ville, en fait, ça peut aussi être le fait de personnes qui vivent en France périurbaine ou périphérique, sauf que comme il y a une lecture racialisée des quartiers populaires, en fait, voilà, tu vis en banlieue dans une cité, tu vis en banlieue aussi loin dans des pavillons, et du coup, c'est pas les mêmes termes qui sont utilisés, quoi. Ouais, ok, merci, je comprends mieux. Ouais. Là, en gros, finalement, est-ce que, pour reprendre la question des binarités, est-ce que ça se retrouve aussi chez les gays de région, dans les villages ruraux, quoi, en gros, qui habitent des espaces populaires? Ouais, alors totalement. En fait, il y a beaucoup de ponts entre les études que je peux faire et par exemple les études que fait Colin Giraud sur les espaces ruraux en France, dans la Drôme. On retrouve vraiment les mêmes choses, des questions d'isolement, des questions de mobilité. Je pense à un exemple précis, par exemple, sur un de mes terrains dans une asso, la question de la voiture. Un de mes enquêtés me dit mais nous, en fait, contrairement aux Parisiens, on a des voitures et la voiture, elle sert à plusieurs choses. Aller plus loin pour vivre son homosexualité, coucher dans la voiture, parce qu'on ne peut pas coucher chez les parents ou on ne peut pas amener les gens dans la cité. Mais surtout, il n'y a pas du tout la même notion de distance. C'est-à-dire, pour les Parisiens, pour faire un plan cul, entre guillemets, c'est 1 kilomètre, quoi. C'est 3 stations de métro, mais après ça s'arrête. Nous, on est capable de passer de Sevran à en fait l'autre bout de Paris, quoi, parce que on n'a pas du tout la même distance. Et ça, on le retrouve aussi dans la ruralité, dans les travaux de Colin Giraud. Après, en effet, la lecture raciale, elle sera pas du tout la même, en fait. Et c'est ce que je critique. Alors, je ne l'ai pas dit parce que ça c'est très académique, et c'est pour ça que je soulignais les travaux de Damien et de Larry, c'est que tous ces travaux qui se sont intéressés aux mobilités gays, notamment vers les filles vers la ville, n'ont jamais pris en compte la race, en fait. Et partir des quartiers populaires qui sont... Moi, j'ai une entrée spatiale à la base, j'ai pas une entrée raciale, mais de fait, je suis confronté à la race, ou au dernier blanc de la cité, comme ils aiment s'appeler, en tout cas ceux que je rencontre. La lecture est pas du tout la même, ça je fais. Mais on pourra discuter des impacts que ça a, puis je répondrai aux autres questions après, mais Florent, non. Oh le... Ok, mais on peut passer à une autre question si tu veux. Enfin, la question de l'accès au lieu gay, je ne sais plus si elle était un peu liée, mais Oui, merci pour les questions et merci pour votre témoignage. On voit, ça incarne qu'est-ce que les procédures de droit très abstraites produisent en fait dans le quotidien des gens, et donc ça fait des situations dramatiques. Et du coup, je me permets un peu d'interpréter à partir de ce que vous avez dit. En fait, ce qu'on voit aussi dans votre situation, c'est là encore une fois l'impact du lieu et en fait des différences des ressources auxquelles les personnes peuvent avoir accédé. Parce que si j'ai bien compris ce que vous avez dit, apparemment vous n'avez pas été forcément très bien suivi par l'association, qui vous a pas donné les moyens de bien comprendre c'est quoi les attentes des institutions. Et là, on voit aussi en fait l'impact des lieux, c'est-à-dire que toutes les associations, déjà dans tous les endroits de France, il n'y a pas forcément des associations qui peuvent vous aider pour répondre aux attentes des institutions qui effectivement sont très normées. Et en fait, quand on arrive, c'est difficile de savoir tout seul comment il faut parler de soi, selon quelles normes, de quoi il faut parler, de quoi il ne faut pas parler, essayer de surpasser les choses dont on ne veut pas parler, parce que c'est des éléments compliqués. Et du coup, en fait, en fonction de l'endroit où on est, il y a déjà une très forte part d'arbitraire dans est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à des ressources qui vont pouvoir bien se préparer. Et donc c'est la conséquence de le système est tellement normé qu'en fait plus il est normé en amont, plus il crée de l'inégalité au tout début, puisqu'en fait les personnes n'ont pas accès aux mêmes possibilités d'accompagnement. Et du coup ça rejoint aussi la question avec l'enjeu Paris-Province, parce que je sais que par exemple il y a des associations d'accompagnement de demande d'asile qui produisent parfois des attestations qui peuvent être produites pour les institutions. Certains acteurs institutionnels n'accordent pas la même crédibilité aux différentes associations. Et il y a des associations parisiennes qui ont une grande légitimité aux yeux des institutionnels. Donc, du coup, en fait, l'association avec laquelle vous êtes accompagné, c'est déjà quand vous avez accès à une association, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et qui est un facteur qui ne dépend pas de vous, la localisation de où vous êtes, et donc à qui vous allez avoir accès, va pouvoir jouer sur votre procédure. Et ça va être d'autant plus, ça va s'accentuer en fait, pour au moins deux raisons. La première, c'est que, encore avec la question Paris-Province, il y a une tendance en fait à essayer, dans les dispositifs d'accueil, comme ils disent, désaturer la région parisienne des demandeurs d'asile, et en fait à les loger en dehors de la région parisienne pour les envoyer, pour
loger les personnes dans des petites villes ou des moyennes villes ou des espaces ruraux où là du coup il peut avoir un isolement encore plus fort et un éloignement des liens associatifs potentiellement. Le deuxième enjeu, c'est il y a encore une nouvelle réforme asile-migration prévue qui prévoit notamment essayer de réduire au maximum les délais d'instruction des demandes d'asile. Ce qui peut être présenté en fait comme une amélioration, parce qu'en fait des personnes en demande d'asile elles-mêmes sont les premières à dire attendre 6 mois, 1 an et demi, c'est très compliqué, mais faire cette réduction de délai dans un contexte où en fait les normes sont si fortes que si vous n'êtes pas accompagné par une association, ça peut être difficile de vous préparer à l'exercice, ça va potentiellement faire accentuer les inégalités. Parce qu'en fait, des personnes qui vont passer en 2-3 mois n'auront même pas eu le temps d'avoir eu accès à un accompagnement associatif. Donc ça peut rendre ces enjeux encore plus difficiles. Et donc on voit en fait l'impact de l'espace en fonction de où vous êtes et à quels réseaux sociaux vous avez accès, comment ça peut influer sur l'issue de votre procédure d'asile qui normalement ne devrait pas dépendre de ces éléments-là. Et juste pour répondre à la question sur l'accès aux lieux, je l'ai vu sur l'accès aux lieux associatifs, comment là aussi ça peut priver certaines personnes d'accéder à un accompagnement optimal. Puisqu'en fait les politiques restrictives dont j'ai parlé ont aussi un impact sur la mobilité quotidienne des personnes pour plusieurs aspects, parce que pouvoir bénéficier du tarif, donc là c'est un prisme encore parisiano-centré, désolé parce que j'ai fait mon terrain là-bas, et pouvoir accéder aux tarifs préférentiels pour les personnes en situation de précarité, pour le pass Navigo qui permet de prendre le métro, etc. Parfois ça met très longtemps pour les demandeurs d'asile, le temps que soit engrangée la procédure pour qu'ils accèdent à ce tarif. Donc pendant un long moment, en fait, ils n'ont pas accès à ces tarifs préférentiels. Et donc il y a deux possibilités, quand vous habitez loin de Paris, mais que la réunion de l'association est en plein centre parisien, où vous utilisez vos ressources financières personnelles pour vous payer les tickets, beaucoup en ont pas, ou bien vous attendez et donc vous n'y allez pas, et donc là vous perdez du temps sur le moment où vous allez avoir accès à l'association dans votre procédure, ou vous acceptez de prendre le risque de prendre le métro sans ticket, et donc potentiellement s'exposer à un contrôle de police, et en fait tout le monde n'a pas du tout la même réaction face à cette possibilité-là, et certaines personnes se disent je suis en France, je viens d'arriver, mon statut est précaire, je ne vais pas prendre le risque de frauder. Je voulais savoir comment ça se passe d'un point de vue administratif mais aussi social quand quelqu'un remplit les 2 cases. Merci. Alors je ne dis pas qu'il y ait des dynamiques collectives, enfin j'espère pas, c'est simplement que je pense, du fait de ma méthodologie, déjà je rencontre des gens principalement isolés, j'ai pas eu le temps de détailler ma méthodologie, mais je passe énormément par les applications de rencontres, puisque les associatifs ne m'ont pas permis de rencontrer des personnes vivant ou ayant grandi en style habitat social. Donc je pense que passer par le biais de l'application, avec tout ce que ça implique, fait que je rencontre essentiellement des personnes isolées. Après, sur Flamme Rue 93, j'enquête essentiellement sur les hommes, depuis 3 ans, mais ça va changer à partir de septembre normalement. Et toutes les dynamiques pour moi qui se sont mises en place au sein du 93, dont je fais moi-même partie, on en parlait, que ce soit la Pride des banlieues ou autre, ce ne sont pas des acteurs qui correspondent aux acteurs que j'ai envie d'étudier. Ce sont des acteurs qui ont des perspectives spatiales, ce sont des acteurs qui défendent les quartiers populaires, mais pour rejoindre ce que disait Nancy, dans un bouquin que la Pride va sortir et que je défends aussi en tant que porte-parole, mais ils utilisent la définition de quartier populaire comme un endroit élargi qui peut être un endroit pavillonnaire même au sein de Saint-Denis ou de Sevran-Livry ou quoi que ce soit. Ce qui est le cas, ça peut être des espaces populaires. Or moi, mon entrée elle est spatiale parce que je m'intéresse aux cités d'habitat social. Et de fait, en plus, je suis pas sûr qu'ils correspondent exactement aux mêmes classes sociales si on est vraiment dans la finesse de la description sociologique de la classe, aux mêmes populations que moi j'ai envie d'étudier, quoi. Et aussi parce que militer demande des ressources sociales et être visible demande des ressources socio-économiques. Les populations que je rencontre, pour elles, être visible n'a pas du tout le même enjeu. Et je pense que c'est pour ça aussi que nos terrains se rejoignent avec Florent. Et c'est les travaux de Salima Amari sur les lesbiennes. Aller à la Gay Pride, c'est être confronté à des femmes, comme je le disais, mais c'est donc devenir visible en fait. C'est fréquenter la visibilité gay, et eux, ils ne peuvent pas se permettre de la fréquenter, cette visibilité gay, ou en tout cas, ils n'en ont pas envie, quoi. Donc je nie pas les dynamiques collectives. Je dis juste que les gens que je rencontre ne souhaitent pas en faire partie ou ne peuvent pas en faire partie. Et juste pour faire le point sur la question de mobilité, parce que ta question elle rejoint ça, je pense à un enquêté qui s'appelle Sylvain, parce que j'ai enquêté certaines personnes qui vivent en région, notamment autour de Tours ou de Dijon, j'ai quelques enquêtés là,
Sylvain me dit qu'en gros, il a un ami qui vivait avec lui, mais qui était un peu plus folle que lui, qui lui a dit mais pars à Paris, c'est là où tu deviendras gay, quoi, entre guillemets. Et apparemment, maintenant, cette personne très bien est devenue gay à Paris. Donc il y a aussi cette idée de je pars quelque part pour rejoindre une communauté. C'est parce que de fait, il n'avait pas été socialisé de la même manière. Apparemment, il avait été socialisé à une masculinité beaucoup plus fluide, à un moindre attachement au quartier. J'en ai peu parlé ici, mais les personnes que je rencontre sont très attachées au quartier. Souvent, elles sont toutes parties du quartier. Je ne l'ai pas précisé, mais les personnes que je rencontre, il n'y en a que 4-5 qui habitent encore dans les quartiers. Elles sont toutes parties au quartier, et leur famille y vit encore, elles y retournent encore, ils ont encore des amis. Et donc du coup, ils ont aussi cet attachement très important à leur quartier d'origine, ce qui est moins le cas, je pense, dans d'autres associations, mais je ne veux pas m'avancer. Voilà. Merci, je vais essayer de répondre à toutes vos questions, parce que c'est un peu des questions techniques. Donc sur la première question sur les personnes qui énoncent pas le motif de leur demande d'asile, ça arrive très souvent. J'en ai rencontré plusieurs, et il faut aussi savoir que c'est un enjeu qui arrive pas seulement au moment de la procédure, mais qui arrive déjà dès le départ du pays d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, des personnes qui essayent de quitter leur pays parce qu'ils vivent dans un cadre qui leur est trop contraignant en lien avec leur orientation sexuelle ou identité de genre, souvent, avant de se dire je vais partir pour demander l'asile, parce que déjà ils ne savent pas forcément que c'est possible sur ces motifs-là, vont essayer de trouver d'autres possibilités de migration, par exemple, notamment pour les plus jeunes, aller faire des études, ce qui permet en même temps d'avoir un prétexte pour partir sans énoncer la raison profonde du départ. Ensuite, une fois que les personnes sont en France, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire qu'ils ne vont pas mentionner ça dans leur demande, ou parce qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire que certaines personnes me disent « moi je connaissais l'asile politique, je connaissais la guerre, mais je ne pensais pas du tout qu'on pouvait demander l'asile en tant que personne LGBT+, ou parce qu'ils ont peur de parler de ça aux institutions, parce qu'ils se disent bah, « je ne sais pas trop c'est quoi la situation en France, donc en fait peut-être que là aussi si je dis ça à l'administration je vais avoir des problèmes ». Ou parce qu'ils ont peur de l'annoncer au sein des cercles qui les accueillent, enfin qui les aident dès qu'ils viennent d'arriver en France. Et donc là, il y a aussi des points des points qui peuvent paraître un peu anodins dans le point de vue procédure. Par exemple, le fait qu'on attende un récit en français, c'est-à-dire que la personne doit écrire son récit de demande d'asile qui explique ce qu'elle fait en français, mais les personnes dans des situations compliquées, parce que parfois les seules personnes qu'elles connaissent qui peuvent les aider quand elles viennent d'arriver à traduire depuis leur langue vers le français, c'est des personnes de leur pays d'origine, de la diaspora, à qui elles ne veulent pas dire c'est quoi la raison de la demande. Il y a le même problème avec les interprètes, par exemple, à la CNDA ou à l'OFPRA, où en fait vous avez à côté de vous une personne qui vient d'autre pays, et les personnes sont mal à l'aise, elles ne veulent pas raconter leur histoire parce qu'il y a quelqu'un de leur pays. Et moi, on m'a déjà raconté des situations où l'interprète insulter les personnes ou faisait des commentaires déplacés pendant l'entretien dans la langue d'origine, donc l'officier, l'avocat, la CNDA ne peut même pas voir ce qui se passe en fait et comprendre ce qui est en jeu. Et donc ça arrive, il y a plein de facteurs qui font que oui, effectivement ça arrive. Mais après il y a la possibilité de, plus tard dans la procédure, de dire en fait je ne l'ai pas dit parce que ça, mais en fait je demande l'asile pour cette raison. Et donc j'ai vu aussi des cas de personnes qui, première demande d'asile, l'ont rejetée, et après font une demande de réexamen, c'est-à-dire qu'ils présentent des éléments nouveaux, et là la nouveauté c'est en fait le motif c'est ça, ou parfois qui pendant l'entretien même avaient une histoire sur des éléments politiques, en fait disent en direct oui en fait la vraie raison c'est ça. Juste sur les croisements politiques LGBT+, c'est tout à fait possible. En fait, vous ne faites pas deux demandes, c'est juste qu'en fait, le récit que vous mettez en place peut mettre ces deux éléments. Sans que, historiquement, en termes d'interprétation du droit, en fait, les LGBT rentrent dans le cadre de demande d'asile parce qu'ils appartiennent à un certain groupe social. Et en fait, apparemment, ce qu'on considérait comme un groupe social, c'est si vous êtes visible dans le pays d'origine en tant que LGBT+, et c'était notamment les militants. En fait, pendant très longtemps, on restreignait cette interprétation juridique d'un groupe social aux seuls militants LGBT+, c'est-à-dire qui ont une visibilité dans le pays en tant qu'LGBT, qui fait qu'on va être reconnus comme ça. Mais ça a évolué, et maintenant c'est beaucoup plus large.